Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Julien Billot, qui après avoir été athlète de haut niveau en slalom, a été entraîneur en Chine et l'est depuis 9 ans en Australie. Comment a-t-il vécu sa carrière d'athlète derrière Benoît Péché et Fabien Lefebvre? Quelles sont les différences de culture d'entraînement entre la France, la Chine et l'Australie? Ou encore, que met-il en place pour toujours être motivé à entraîner? J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Julien et ses secrets. Salut Julien, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci Rudy, merci de m'inviter sur ton podcast Les Secrets du kayak. Je suis honoré. Où est-ce que tu te trouves en ce moment? Je suis à Prague on prépare la première Coupe du Monde de la saison je suis avec l'équipe australienne de kayak slalom et extrême. Ok, ah oui, c'est vrai que maintenant il y a le kayak extrême, donc tu es aussi entraîneur en charge du kayak extrême? Oui, on n'a pas, on a une petite équipe d'entraîneurs en Australie, donc on n'a pas forcément un référent kayak extrême qui est là. On a pris ça en charge. Mais ça fait, ouais, moi, de mon côté, je découvre la discipline qu'il faut avoir pour doubler les disciplines, en l'occurrence la kayak et kayak slalom et kayak extrême. Et il y en a même qui triplent dans l'équipe. Donc, c'est intéressant de voir. C'est des semaines un petit peu plus chargées. Mais bon, on découvre. C'est quoi exactement le kayak extrême pour ceux qui connaissent pas? Alors, kayak extrême, alors ils appellent ça extrême. C'est pas vraiment extrême, c'est pour le différencier du slalom. Parce qu'il y a kayak slalom et il y a le slalom et le slalom extrême. Donc, c'est une nouvelle discipline olympique qui sera à Paris 2024. Et donc, c'est à la différence du slalom, on court en bateau plastique, des bateaux de rivière qui sont fabriqués en procédé industriel. Donc, c'est la règle. On peut pas faire son petit kayak dans son coin. Un bateau plastique. On part d'une rampe. En gros, il y a des phases de qualification où on part d'une rampe tout seul. Donc, c'est les athlètes sont classés par par temps. Il y a quelques portes en gonflable à passer. Et ensuite, ce classement te fait passer à l'étape au-dessus des qualifications qui sont comment on appelle ça en français, en head-to-head. Donc, c'est-à-dire que tu es 4 au départ, tu pars en même temps et après, tu passes des phases de poule, quart de finale, demi-finale et après finale. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est les 2 premiers du head-to-head qui passent à l'étape du dessus. Donc, c'est assez intéressant. C'est plutôt un sport de combat que de confrontation directe qu'un sport de finesse, slalom. Mais c'est extrêmement exigeant en termes de lecture de course pendant que tu es sur l'eau parce que tu as 3 autres bonhommes avec toi. Et c'est assez intéressant à voir. Et je pense que
il y a des bonhommes qui sortent qui sont pas forcément les meilleurs en slalom, mais des gens qui ont une lecture de la course, des gens qui sont devant, derrière, comment dépasser les gens qui sont devant toi ou comment rester devant au départ, dans les portes en remontée, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Moi je suis assez excité, quoi. Ouais, cool. Avant de revenir un peu sur ta carrière d'entraîneur, on va revenir sur ta carrière d'athlète. Comment tu as commencé le kayak? Alors j'ai commencé avec des stages scolaires quand j'avais 10 ans, je crois, en CM2, 10 ans, 11 ans, 10 ans, je pense. Stage scolaire proposé quand j'étais chez mes parents, là, sur la mer, en Méditerranée, pas loin de Toulon, le Pradé. Il y avait un club de kayak. Donc, c'est un ancien… en fait, ça a été proposé par la mairie parce qu'il y avait un ancien membre de l'équipe de France, Bruno Carlier, qui est venu, qui est arrivé à la mairie du Pradé et qui a proposé des stages avec le club de kayak existant à l'époque. Donc moi j'ai fait kayak une semaine à l'automne. Après on faisait voile une semaine au printemps. Et puis comme j'habitais pas loin avec mon frère, à 5 minutes à pied, l'été on a fait un stage de kayak en plus comme ça sur la mer. Et puis après cette personne là, Bruno, qui est devenu mon entraîneur dans les années juniors, a commencé un petit groupe de compétition. Donc il a demandé aux jeunes qui étaient là, qui avaient passé l'été à faire un peu quelques ronds dans l'eau. Alors il nous a demandé si on voulait venir s'entraîner, s'amuser le mercredi, le samedi, et puis petit à petit on allait sur des petites courses à Draguignan, les Arcs, sur l'Argence, des choses comme ça, sur la Durance ensuite. Donc on a évolué petit à petit grâce à lui. Et quand tu dis que tu as débuté sur la mer, c'est-à-dire que tu étais en petit kayak plastique sur la mer avec les vagues et tout? Ah ouais, complètement, ouais. Ouais, au début, c'était ça, ouais. Les jumpers, on avait des dancers, je crois, de perception, si ça dit quelque chose aux gens qui écoutent, et puis des jumpers aussi, des espèces de bateaux qui ressemblent à des bateaux de kayak polo. Mais bon, on a fait ça beaucoup, ouais. Et puis je me souviens, mon frère et moi, on avait trouvé à l'époque 2 kayaks en fibre de verre aussi, qui étaient un peu plus longs, des vieux kayaks, très vieux kayaks de slalom. Je sais même pas si c'était slalom, enfin des vieux trucs. Et puis on était trop contents il y en avait un bleu foncé, un bleu clair, et on les appelait. Tu parlais d'anecdotes. On les appelait kayak et océan. On les appelait lagon et océan. Océan, c'était le bleu foncé, et lagon, c'était le bleu turquoise, quoi. Et ça nous parlait beaucoup parce qu'on revenait de vivre 3 ans en Polynésie, à Tahiti. Donc, lagon et océan, c'était nos petits kayaks. Mon frère, il avait océan et moi, j'avais lagon. Et puis, donc, c'était des bateaux en fibre de glace avec lesquels on allait pagayer entre les rochers, prendre les petites vagues. Donc, on avait ça. Puis après, on avait les bateaux plastiques aussi. Mais très vite, on a appris à faire très attention parce que les grands bateaux en fibre de verre, dans les rochers à la mer, il fallait faire gaffe quand tu surfais les vagues, quoi. Ah, tu m'étonnes. Tu t'éclatais sur les rochers. Et les entraînements se passaient donc toujours en mer, ou il y avait un plan d'eau justement pour plat, pour apprendre les manœuvres, tout ça, ou c'était vraiment tout le temps en mer? Oh, à l'époque, oui, c'était beaucoup en mer au début, hein. On était juste devant le club. Moi, je me souviens quand il y avait les vagues et du vent, on allait, on surfait les vagues tout simplement. On allait un peu slalomer entre les rochers. Tu sais, tu prends une vague et puis près du bord et tu times ton surf pour arriver faire un stop juste derrière le rocher, quoi. Juste derrière un rocher, tu fais ton stop et tu essaies de reprendre la vague juste derrière, ou tu fais une petite chicane derrière un rocher, un petit S, tu reprends la vague de l'autre côté. Donc, on faisait des trucs comme ça. Ou alors, quand c'était très, très plat, il n'y avait pas de vent, on faisait on mettait des bouées, en fait. On avait des gros, enfin, des corps morts. On avait coulé du béton dans des gros bidons, là, en plastique. Donc, on les mettait sur notre kayak, on tirait le corps mort avec la grosse bouée. On les foutait dans l'eau juste devant le club, donc on mettait 4, 5 bouées. Et puis on faisait des parcours, on apprenait à faire un ancrage, à planter la pointe arrière, à passer la pointe avant au-dessus de la bouée, des choses comme ça. Et puis après, petit à petit, on allait le samedi ou le dimanche, ou le dimanche,
Bruno nous amenait en week-end à 1 heure d'ici sur l'Argence, sur différents endroits. Et puis après, petit à petit sur la Durance aussi, on a fait des petits stages sur la Durance, un peu à l'Argentière, un peu sur le Rabiouf. Voilà, on faisait des descentes de rivière à droite à gauche. Puis après l'île sur Sorgue. Donc on est allé un peu partout pendant les week-ends, grâce à lui encore, parce qu'il avait cette énergie de nous amener partout, quoi. Sinon on l'aurait pas fait. Ça veut dire que tu as toujours fait du slalom ou tu as testé les autres embarcations? J'ai commencé avec le slalom et puis évidemment, quand tu fais une pratique compétitive, en tout cas à l'époque, il fallait faire de la descente aussi. Donc, j'ai commencé 11, 12, 13 ans, 14 ans, ouais, je faisais plutôt du slalom. Mais après, j'ai dû mettre, je me souviens plus exactement, mais je pense que vers 13, 14 ans, je crois, quand tu es minime, il me semble, 14 ans, je faisais déjà j'ai mis les fesses dans un kayak de descente, forcément. À l'époque, on faisait je me souviens, on avait emprunté des moules de descente, de kayak descente, le clip ou le clipper, je crois. Le clip, c'était des moules à Midi Bip, qui était un constructeur très connu à l'époque sur Avignon. Moules de clip et puis les moules d'image aussi, un kayak de slalom de l'époque. Et puis, on avait fait construit nos kayaks avec Bruno dans son garage. La petite équipe de jeunes. Donc, on découvrait ça. On avait les rouleaux de fibres de verre, de mat, de machin. Et on voyait jeunesse. On faisait nos kayaks. Et donc, j'ai commencé à faire du kayak j'ai eu mon premier kayak de descente pour le coup. Je devais avoir, je sais pas, 14 ans. Tout fait maison, un clip. Et je faisais de la descente en même temps que le kayak. Et après, j'en ai fait jusqu'en KD2, puisque c'était obligatoire, il fallait faire les deux, il fallait faire le combiné pour aller au championnat de France. J'ai jamais été un fan de la descente. Je préférais le slalom, mais en même temps, maintenant, je me rends compte que c'était vraiment bien d'en avoir fait, vraiment, vraiment bien, d'avoir fait de la descente. Ça t'apprend beaucoup de choses, puis ça met la caisse aussi. C'est une pratique variée. Donc, slalom plutôt et un peu de la descente aussi. Après, les autres disciplines, non, jamais. Je suis monté 2 fois dans un bateau de course en ligne, probablement dans ma vie, et puis c'est tout. J'ai fait de la pirogue quand j'étais jeune aussi à Tahiti, un peu, mais bon, pas énormément. Mais j'ai mis les fesses probablement plus dans une pirogue que dans un bateau de course en ligne, ça c'est sûr. Et le surf-ski, t'as jamais essayé vu que tu étais en mer avec des vagues? J'ai jamais essayé. J'ai dû monter une fois ou deux comme ça, mais je me souviens plus où. Peut-être sur la côte atlantique quand je m'entraînais à Pau, mais jamais surf-ski, non. Bizarrement. Pourtant, mais je faisais d'autres choses en fait. C'est vrai que je faisais du kayak. À l'époque, j'ai découvert le kayak juste par le côté slalom comme ça, donc ça me suffisait. Et après, la mer, je l'utilise. Enfin, je passais du temps en mer pour d'autres choses. Je faisais de la plongée sous-marine, de la pêche, du snorkeling, de la chasse sous-marine, de la voile, des choses comme ça. Donc, le surf-ski, pour moi, j'avais jamais entendu parler, quoi. Moi, j'ai découvert seulement les sports de pagaie par l'intermédiaire de Bruno, qui était un ancien sociétaire des équipes de France slalom. Et puis, c'est tout. C'est seulement plus tard que j'ai appris qu'il y avait du surf-ski, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion vraiment d'en faire. Est-ce que tu sors du lot quand tu fais tes premières compétitions en slalom ou tu es au même niveau que les autres enfants? Ouais, je sors du lot. Ouais, j'étais pas mauvais. Sortir de l'eau, je sais pas, mais en tout cas, il me semble que j'avais des retours très positifs. Ça, c'est sûr. Oui, je gagnais des courses quand j'étais minime, cadet. Oui, mais mes premières séances, mes premières courses en national, j'étais pas mauvais. Ouais, j'ai gagné des courses nationales, oui. Après, il y en a qui étaient meilleurs que moi en cadet. Enfin, en tout cas, on se tirait la bourre. Il y avait des gars comme Virgile Gaugois qui étaient sur la Roya, Breil-sur-Roya, donc un peu plus loin que moi dans le Var. Des Alpes-Maritimes, pardon, et Alpes-Maritimes, il était, qui était un peu, tu vois, on se tirait la bourre. Il y avait Brice Gourichon qui a arrêté assez tôt, mais qui était très, très doué.
qui avait un peu plus la tête que moi, plus le mental. Et puis après, ouais, au niveau national, en cadet, j'étais pas mauvais. J'ai gagné assez vite un ou deux trucs, mais il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi parce qu'ils connaissaient, ils étaient beaucoup plus entraînés, plus forts physiquement, et ils étaient plus, je pense, plus tôt, ils étaient plus imprégnés du kayak, enfin dans le sport. Ils étaient vraiment, comment tu dis, immergés dans le sport plutôt que moi. Moi, j'arrivais là, je découvrais complètement les sports de pagaie, quoi. Juste, j'aimais ça parce que ça glissait. Donc, j'ai dû apprendre beaucoup de choses très vite. J'étais un peu à la bourre, je pense, en cadet, au niveau compréhension de tout le contexte du sport, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui fait que d'un coup, tu t'es justement plus immergé dans le milieu et t'as progressé d'un coup? Il y a eu quelque chose comme ça? Euh, je ne sais pas s'il y a un élément déclencheur. Ce qui a déclenché, enfin, je dirais que ça a été plus progressif. Enfin, tout de suite, j'ai accroché le fait d'aller sur l'eau et de m'entraîner ou d'être sur l'eau et d'aller régulièrement à la pratique, quoi. Je dirais pas l'entraînement au début, mais euh, pagayer. Et puis, ouais, je sais pas. Pour être honnête, je pense que le fait, tu sais, quand tu es jeune, le fait tu pagayes un peu, tu t'entraînes un peu, puis tu as des médailles, j'étais content avec ça, quoi. Tu vois, j'ai trouvé un chemin assez vite, peut-être qui me démarquait à la réflexion maintenant, qui me démarquait de ce que faisait mon frère, de ce que faisaient mes parents. Puis j'étais bon là-dedans. Alors, ouais, j'avais des médailles, j'avais des retours positifs, c'était chouette. Et puis après, le fait de s'entraîner, de progresser, glisser sur l'eau et tout, aller avoir froid, mettre les fesses dans l'eau, tous ces trucs-là, quoi. Ça a été progressif, en fait. J'ai pas eu un déclic. Je me souviens pas avoir eu un déclic vraiment. À partir de quel moment tu rentres en équipe de France? Junior 1, donc quand j'ai 17 ans, ou c'est ça, 17 ans, j'ai fait, c'était des sélections à Foix en 98, je crois, 1998. C'était pour les championnats du monde à Laufer, en Autriche. J'étais quatrième bateau. Je suis rentré par la petite porte. Je me souviens qu'il y a eu beaucoup de débats sur s'il fallait me prendre ou pas en tant que quatrième bateau. À l'époque, il y avait de prix, il y avait Fabien Lefebvre, Benoît Péchier et Christophe Maréchal, je crois, il était troisième bateau, ou Tony Le Disco, putain, je sais plus. Le troisième bateau, je sais plus, c'était peut-être Christophe Maréchal. Et moi, je me souviens qu'il y avait eu il me semble qu'on m'avait dit, il y avait eu beaucoup de discussions. Finalement, il m'avait pris. Donc, ouais, 98, Laufer, les championnats du monde, et puis on avait fait les championnats d'Europe à Solcan aussi en Slovénie. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, c'est toujours un jeu? Ou justement, tu prends les compétitions un peu plus au sérieux, les compétitions, ta pratique plus au sérieux? Je la prends forcément plus au sérieux parce que c'est les championnats du monde et tu as envie de bien faire, mais je la prends au sérieux sans savoir trop comment faire, quoi. Je me pointe. À l'époque, mon entraîneur de club, Bruno, est aussi entraîneur junior, donc heureusement qu'il est là parce que c'est mon appui en fait dans cette équipe, moi que je connais pas, hein. Je découvre tout dans un fonctionnement de pseudo haut niveau, parce que tu es encore junior il y a quelques années, c'est pas forcément du très haut niveau, mais en tout cas dans un fonctionnement en groupe, ça c'est sûr, en groupe dans une équipe avec une pression pour avoir des résultats, à l'air de rien. Enfin, en tout cas, c'est moi qui me la mettais. Et ouais, c'est pas facile, quoi, parce que moi, je débarquais de mes îles à Tahiti, vivre en Afrique, des choses comme ça, et puis je vois tout ce groupe qui fonctionne ensemble. Moi, j'ai jamais vraiment fonctionné en groupe. Mon plus gros groupe, c'était ma famille de 4. Enfin, mes parents et mon frère aîné. Et ouais, c'était pas facile, hein, de fonctionner en groupe, de voir des égos qui sont là, voilà, moi j'ai essayé de trouver ma place, quoi. Donc la compétition, je me la suis créée dans ma tête beaucoup. Ça, elle était là, mais je me suis mis beaucoup de pression avec peu de moyens, peu d'outils pour moi pour réussir, quoi. Mais en tout cas, j'étais content de faire partie de ce groupe-là. Je découvrais des choses, je me marrais, quoi. Enfin, je découvrais des choses dans un groupe, ce que j'avais jamais eu l'occasion de faire. Progressivement, ton niveau s'élève. Euh,
est-ce que tu as un parcours d'études aménagé en parallèle quand ton niveau commence à progresser? Oui. Alors après, quand je suis junior, bon, je fais toutes les courses, les compétitions, les compétitions, les stages d'entraînement avec l'équipe et tout ça. Mon niveau s'élève forcément. Je m'entraîne, je découvre l'entraînement. J'aime ça. J'aime la structure de l'entraînement, la routine de l'entraînement. Et puis après, je décide après le bac, je décide de faire un gros changement. Donc j'étais chez mes parents dans le Var. Et avec discussion avec mon entraîneur de club Bruno, donc qui était entraîneur junior, il me dit bah voilà, tu as l'opportunité d'aller à Toulouse. Donc je vais à Toulouse et là ouais, les aménagements, bon il y en avait pas trop, si ce n'est que parce que moi je voulais vraiment tout mener de front quoi, hein. Donc j'avais les cours en STAPS où j'étais vraiment assidu, je voulais y aller. Et puis je m'entraînais le matin à 8h, ouais c'est ça, à 8h avant d'aller en cours magistraux, dans les cours magistraux à 10h ou à 8h, ça dépendait. Enfin, je m'entraînais à midi. Donc, il n'y avait pas vraiment, et je m'entraînais le soir après, il n'y avait pas vraiment d'aménagement, mais il y avait un suivi, en tout cas des entraîneurs, de Philippe Vuitton et Sylvain Curignier à l'époque, qui permettaient de pouvoir s'entraîner et de pouvoir aller à l'université aussi. Donc voilà, j'ai fait ça pendant pendant les années de Doug, licence. Et après maîtrise, je commence à aménager grâce à eux et à l'université de Toulouse. J'aménage la maîtrise en 2 ans, je crois. Et après, j'aménage aussi mon DESS, le master professionnel en 2 ans, il me semble. Ce qui n'était pas facile à faire pour moi. J'avais l'habitude de tout faire. Les études, c'était important pour moi, mais j'ai réussi à aménager maîtrise puis le master pro. Et heureusement, ça m'a permis de me poser un petit peu et de mieux m'entraîner et d'avoir des résultats. T'étais en licence et en STAPS en entraînement sportif? Tu avais pris une autre spécialité? Oui, j'avais pris entraînement sportif. Oui, c'est ce qui m'intéressait le plus. Management du sport, à l'époque, ça m'intéressait, ça me parlait pas du tout. Je sais pas si c'est les mêmes options maintenant. Educmot, on me disait que ça allait plutôt sur être prof, ça m'intéressait, mais alors pas du tout. Prof de PS. Et puis l'autre c'était management, Educmot, oui spécial. L'autre c'était entraînement sportif. Il y avait ergonomie du sport aussi, il me semble. Enfin bon, bref, entraînement, ça me parlait quoi. Puis ça me donnait l'occasion d'apprendre à s'entraîner, d'aller chercher un peu plus d'informations, pas être juste un athlète qui se pointe, mais j'ai grandi en tant qu'athlète, j'ai grandi en tant qu'étudiant et athlète en même temps quoi. Les deux m'ont permis de connaître, tu vois, de mieux me connaître et de mieux connaître l'entraînement. Donc ce que j'apprenais à l'université, je le mettais en pratique. En tout cas, je comprenais l'entraînement que je faisais, qui m'était proposé. Et après, ce que je faisais à l'entraînement, j'essayais de le comprendre à l'université aussi. Donc, les deux étaient assez sympas. Ça me donnait beaucoup d'informations et ça me donnait de la confiance du coup. Les deux marchaient bien ensemble, à l'unisson. Ton niveau continue à s'élever. Et j'ai envie de dire, malheureusement ou heureusement, je sais pas comment ça, t'as toujours eu la route barrée pour accéder au plus haut niveau aux Jeux Olympiques. Comment t'as vécu ça? Parce que t'as eu toujours Fabien Lefebvre et Benoît Péchier de la génération. Donc en fait, t'as jamais fait les Jeux à titre personnel et ta route a toujours été barrée. Comment t'as vécu ça? Alors sur le coup, c'était frustrant, mais j'ai jamais été j'ai été envieux de leurs résultats, envieux de leur confiance, mais j'ai toujours été extrêmement respectueux de leur aptitude à être complètement 200% engagé dans le haut niveau, ce qui, à mon avis, à la réflexion maintenant, ce que je n'ai pas réussi à faire complètement. J'étais engagé à 99%, on va dire, là où ils étaient engagés à 100% ou 200%. Donc, pour ça, j'ai été extrêmement toujours respectueux et je le suis toujours. Et après, je pense que pour moi, ça a toujours été une énorme opportunité parce que, bon, je sais pas si j'aurais pu atteindre le niveau que j'ai atteint s'ils n'avaient pas été là.
Je sais que ça a été des énormes locomotives pour moi. Donc, on était un bon groupe de kayak qui se tirait la bourre. Moi, je les ai poussés et en même temps, eux, ils m'ont amené au plus haut niveau. Donc, je peux pas dire que j'aurais souhaité qu'ils soient pas là parce que c'est pas vrai. C'est grâce à eux que j'ai été à ce niveau. Ils ont été meilleurs que moi et ils ont amené des médailles. Donc je les remercie quoi parce que eux m'ont permis d'avancer en tant qu'athlète et en tant que personne. Je pense que je me suis découvert. J'ai vu mes faiblesses très tôt. J'ai vu mes forces très tôt. Et c'est grâce à eux tout ça. C'est grâce à eux. C'est grâce à leurs résultats. C'est grâce au fait qu'on se soit entraînés ensemble. Et donc là, moi maintenant, Julien Biot, du haut de mes 40 ans, avec la petite sagesse que j'ai, je me dis, waouh, je suis tellement honoré d'avoir pu passer du temps avec eux, quoi. Parce que j'ai découvert des bonhommes qui étaient complètement immergés dans leur discipline, il y avait un équilibre de vie qui était enfin un équilibre. Je sais pas s'il y avait un équilibre, mais en tout cas, ils étaient complètement immergés dans ce qu'ils faisaient. Et là où moi, j'étais peut-être un peu, oh merde, j'ai pas complètement envie d'y plonger. D'y plonger, ça fait un peu peur. Et ben, ça leur faisait pas peur. Tu vois, il y avait aucune peur d'y aller à fond. Et ça, pour ça, ça a toujours été des locomotives, des mentors, des exemples, comme on dit en anglais, des role models, des exemples, quoi. Donc, merci à eux. Ils m'ont permis d'avancer plus vite dans la vie en tant que personne. Et j'ai aucun remords parce ils sont allés chercher des médailles pour la France et l'air de rien pour le groupe, indirectement pour le groupe de kayak. Donc, on était l'air de rien très fiers de ça à un moment donné, je pense, d'avoir apporté ça ensemble aussi. Pourquoi tu avais peur de t'immerger à 200% comme eux? Oh, je sais pas. Enfin, je pense que à la réflexion, je me suis quand même bien immergé. Hein. Je suis parti à Toulouse, à Pau. J'ai fait beaucoup de choses à fond. Mais maintenant, quand moi je vois les choses de mon œil de 40 ans, enfin avec l'expérience d'entraîneur que j'ai maintenant, je me dis qu'il y a des petites choses que j'ai pas fait à fond. Ou en tout cas, je voyais que je pouvais le faire, mais il y avait je sais pas, des barrières mentales que j'ai pas réussi à dépasser pour pouvoir m'y mettre pour pouvoir m'y mettre corps et âme sans peur du lendemain, quoi. Tu vois, de dire voilà, si tu rates, tu t'en fous. Je pense que dans ma tête, il y a toujours eu mince, si tu rates, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai jamais réussi à dépasser ça. Pour quelques raisons que ce soit. Mais je pense que j'ai jamais eu cette confiance aveugle en moi-même de me dire t'y vas complètement. Enfin, la seule fois où je l'ai fait, c'est après 2005 où je me suis dit tu cours trop de lièvres à la fois, l'université, ta copine, enfin trouver un équilibre. En 2005, j'ai réussi à trouver un équilibre avec un emploi de la défense où là je me suis dit bon ben voilà, de là t'es entre guillemets pro quoi. Et c'est la seule fois où j'ai réussi un peu à lâcher, à y aller à fond. Donc ça a marché en 2006 voilà. Mais là, tu dis justement, tu vois, 2005, donc tu as l'emploi de à la défense. 2006, donc tu deviens champion du monde. Bon, c'est une histoire encore. C'est une sacrée anecdote. De ce que j'ai compris, l'Italien a été sacré champion du monde sur le coup, mais il y avait litige. Et finalement, tu as été sacré champion du monde ex aequo quelques mois après ou quelque chose comme ça. Ouais, donc c'était en août 2006. Il y a eu des problèmes de jugement. Bon, le jugement a vraiment évolué. Maintenant, il est bien meilleur. Il reste toujours des petits points améliorés. Mais à l'époque, oui, voilà, il y a eu des problèmes de jugement. Et puis bon, ça s'est passé en août 2006 et j'ai été couronné, on va dire, champion du monde ex aequo avec lui en janvier.
J'ai appris la nouvelle en janvier 2007 et j'ai reçu ma médaille du président de la FIC, Feldhoff, à ce moment-là. Ça devait être en avril ou mai, à l'occasion des championnats du monde de Dragon Boat, qui était en France, à Gérardmer. Donc, il m'a donné cette médaille. C'était en avril ou mai, peut-être 2007. Donc, longtemps après. Mais voilà, bon, écoute, c'est là où c'est intéressant. Il faut savoir lâcher prise. Il y a des événements qui se passent et puis bon, bah, tu peux pas tout contrôler. C'était plus, en tout cas, sous mon contrôle, les problèmes de jugement. J'ai eu la chance d'avoir la FFCK qui a vraiment joué le jeu et qui m'a supporté. Je pense que c'était un petit peu pour l'individu, pour moi, mais aussi pour le programme. Hein. C'était important d'avoir les médailles au championnat du monde, pour la FFCK, pour le programme de haut niveau. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils sont allés au tribunal du sport. Donc, j'ai été bien supporté de ce côté-là, heureusement, parce que moi, je n'avais aucune idée de ce qui pouvait être fait. Et puis, voilà, c'était complètement hors de ma zone d'influence. Donc, j'ai laissé faire. Je me suis rendu disponible quand on avait besoin de moi pour des histoires de tribunal, des choses comme ça, donner mon avis. Et la FFCK, à l'époque, Philippe Graille a toujours été ouvert et transparent avec moi. Il m'a tenu au courant des choses, des démarches. Et c'est allé au bout. Et puis, ça a été positif, un dénouement positif. En tout cas, pour moi, j'étais content. Donc, merci la FFCK de ce côté-là. Ils ont fait du bon boulot parce que moi, j'y connaissais rien. Comment tu mets fin à ta carrière d'athlète? Je mets fin à la carrière. Donc, après 2008, donc je passe pas au jeu, je prends un peu de temps. 2009, je décide d'emménager à Saintes, donc loin des bassins d'entraînement, on va dire des centres d'entraînement. En 2009, j'emménage avec ma copine de l'époque, qui est maintenant ma femme, et à Saintes, donc en Charente-Maritime. J'avais besoin de prendre un peu du recul, de m'entraîner, mais loin des bassins. En 2009, je fais une plutôt bonne saison, médaille au championnat d'Europe, je passe au championnat du monde. Et 2009, c'est mes derniers championnats du monde à CO. J'ai pas été très bon. Et j'ai eu un enfant à ce moment-là, à 27 ans. Donc, il y avait des choses nouvelles qui arrivaient. Ensuite, ma femme a eu l'opportunité d'aller s'installer sur la Corse, où elle avait l'occasion de faire une mutation avec son travail. Et puis, c'était le moment, je sais pas, pour moi de voir autre chose. J'en avais un petit peu marre de l'entraînement, juste de m'entraîner tout simplement. Et dans ma tête, à ce moment-là, c'était clair que si tu en avais marre, si tu donnais pas tout à l'entraînement tous les jours, t'étais plus dans le coup, quoi. Donc, puis j'ai toujours été quelqu'un, tu vois, à la réflexion maintenant, j'aime bien faire les choses et puis à un moment donné, l'énergie baisse et puis j'aime bien faire autre chose. J'ai pas forcément envie de faire du nouveau faire du neuf avec du vieux. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il fallait que je fasse ça, faire du neuf avec du vieux, si je voulais rester dans le haut niveau. Et je voulais pas, donc continue. Et je pense que j'aurais pu continuer. Maintenant, c'était une manière de voir les choses, je pense, un peu assez restrictive. Je voyais les choses par le petit bout de la lorgnette en tant qu'athlète. J'aurais pu évoluer, retrouver un équilibre différent, mais à ce moment-là, j'ai pas réussi. Je manquais d'ouverture d'esprit pour me renouveler. Donc j'ai arrêté. Voilà, j'ai fait autre chose. La transition a été un peu compliquée. Heureusement, à cette époque-là, j'ai eu la chance de continuer d'autres études à l'ESSEC, en marketing du sport à Paris. Donc ça m'a ouvert les portes sur d'autres choses, ouvert l'esprit sur plein de choses. J'ai découvert d'autres personnes. Donc ça a un peu servi sur la transition à faire autre chose. Et puis après, je suis passé sur autre chose. La transition n'a pas été simple pour moi. Tu vois, a posteriori, je me dis, bon, quand même, c'était pas facile. Mais très inconfortable, mais ça m'a permis de me poser plein de questions et de rebondir et de faire autre chose. Je suis content d'avoir arrêté. J'ai pas l'impression
d'avoir manqué des choses parce que j'ai arrêté. Voilà, ça m'a permis de faire autre chose et de partir en Chine, par exemple. Et je suis très content de l'avoir fait jeune et d'être là où je suis maintenant. Donc, aucun regret d'avoir arrêté à 27 ans, 27 ans, je crois. 28 ans, on va dire. Justement, c'est quoi cette histoire de Chine? Comment ça s'est passé pour que tu te retrouves entraîneur en Chine? Alors, ça a été assez simple. Donc, j'étais en Corse, j'ai arrêté ma carrière, j'étudiais donc à l'ESSEC, à Paris. Et donc, ma femme bossait. Puis moi, j'étais un peu loin de tout. J'étais content d'étudier, mais quand même, je me disais, mince, il faut quand même, j'aimerais bien faire quelque chose, quoi. Donc, j'ai réfléchi à plein de jobs que je pouvais faire. Et puis, il y a eu cette opportunité de travailler avec une équipe en Chine, une équipe de province en Chine, dans le Guangdong. Une opportunité que j'ai pu avoir parce que j'avais laissé à l'époque, on pouvait laisser sur le site de la FIC, on pouvait laisser comment t'appelles ça, des demandes? Des demandes de job, quoi. En tout cas, laisser ton CV. Et donc la Chine, enfin cette équipe du Guangdong m'a trouvé, donc m'a contacté par email et très vite ils m'ont proposé de venir 2 semaines après, de passer une dizaine de jours à Guangzhou en Chine pour faire on va dire un entretien d'embauche, quoi. C'était une grosse semaine où ils allaient un peu me tester, voilà, on cassait la glace, brisait la glace, et puis voilà. Donc j'ai dit OK parce que j'avais besoin. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours eu envie de découvrir des choses nouvelles. Donc avec un côté, avec de la confiance, puisque je connaissais le sport. J'étais un jeune expert, on va dire, hein, dans le sport, et puis en même temps c'était très neuf, très nouveau, parce que c'était la Chine et une culture très différente, et j'aime les voyages, quoi. J'aime l'exotisme. Donc j'étais extrêmement honoré d'aller travailler en Chine et extrêmement excité. Donc je suis allé là-bas. Pour moi, le fait de prendre un avion, voyage payé pour passer 10 jours et faire un vrai entretien d'embauche, j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc l'entretien d'embauche, il a duré 10 jours, où ils m'ont testé, ils m'ont posé plein de questions, ils m'ont mis nez à nez avec les athlètes à faire des séances. J'ai discuté avec le patron du centre des sports du Guangdong, hein. C'est une énorme province, hein. Donc le mec qui tient la route, quoi. Et donc voilà, j'ai été testé. Je me suis mis un challenge, quoi. J'étais un peu dans l'inconfort. Je passais par une traductrice pour parler avec tous ces gens-là qui parlaient chinois. Il y en a aucun qui parle anglais. Moi, je parlais un peu anglais, très peu. Mais je me suis mis dans l'inconfort et j'étais très content de passer à autre chose et d'être challengé. J'ai adoré, quoi. J'ai adoré. En même temps, très excité, très confiant, mais en même temps chamboulé par toute la culture et tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Bon, j'ai eu le job. Après, l'air de rien, quelques fêtes passées avec eux. Si tu aimes les anecdotes, c'était le moment où ils célébraient le Nouvel An chinois. Et donc, j'ai eu affaire à beaucoup de discussions, de négociations, l'air de rien, très indirectes, mais je me suis fait tester indirectement à table, à boire des verres cul sec et avec les grands chefs. Et c'était assez intéressant de voir comment ils menaient leurs négociations en Chine. J'ai adoré. Et donc, j'ai eu le job. Bon, et puis, c'est parti de là. Et comment ça s'est passé alors ce job en Chine, parce que c'est complètement une autre culture et t'étais pas complètement dépaysé. Comment ça se passait d'un point de vue pédagogique pour transmettre les choses? Comment c'était? Ouais, alors complètement très différent. Et bon, sur le coup, t'entends dire que c'est différent, mais tu l'as pas encore
tu l'as pas expérimenté, donc tu sais que c'est différent, mais tu sais pas dans quelle mesure, quoi. Et donc là, à commencer à travailler avec eux tous les jours, là, tu commences à te rendre compte, quoi. Bon, moi, j'arrivais avec ma petite expérience d'athlète et pas d'expérience de coaching, hein, ou très peu, très peu. J'avais un peu coaché en Turquie, un peu avec le groupe ICF de pays émergents en kayak, donc très peu de coaching. Et puis, tu découvres, j'avais ma manière de faire d'étudiant à l'université, ma théorie et mon expérience d'athlète. Donc, tu mets des choses en place. Mon expérience d'athlète entraînée par des entraîneurs en France. Donc, tu mets des choses en place, tu essaies d'individualiser l'entraînement avec les athlètes, d'être à leur écoute, de leur parler, de créer cette relation un peu intime avec eux, ce que j'avais connu moi en tant qu'entraîneur, en tant qu'entraîné, en tant qu'athlète avec mes entraîneurs. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas comme ça qu'ils marchent, les Chinois. Les Chinois, ils marchent en groupe. Donc, ils avaient beaucoup de mal à comprendre l'individualisation. En tout cas, les athlètes n'y répondaient pas bien parce qu'on leur avait jamais demandé des questions comme ça, d'un peu de comment tu te sens, tout ça. On leur dit quoi faire et ils le font. Et les coachs se sentaient mal parce que quand tu leur poses des questions et aux coachs et puis aux athlètes, ils ont l'impression que tu les prends pour des cons, quoi, que tu les prends pas eux au sérieux, les coachs, parce que je bossais avec d'autres coachs et j'étais head coach dans la province. Donc, créer cette relation, eux, ils attendaient juste qu'on leur dise quoi faire, quoi. Et donc, bon, petit à petit, je comprends ça assez vite. Donc, je mets en place ma manière de communiquer avec eux et ce qu'ils attendaient, c'était que j'ai planifié à la lettre des mois d'entraînement sur l'eau, en musculation. J'ai tout fait de A à Z, ce qui me permettait, moi, de planifier, d'être mieux préparé. Donc, je planifiais en anglais, tout, et la traductrice traduisait en chinois. Et ensuite, on avait des réunions de travail avec les coachs pour ensuite donner du sens à toute la planification. Et petit à petit, j'ai appris à gérer quelques coachs, quoi, et à être un peu à gérer ces personnes-là un petit peu plus avec le bâton, quoi. Tu vois, c'était un peu la politique du bâton et de la carotte, et c'était plutôt le bâton parce que il marchait comme ça. Et tu te rends compte que même si c'est pas vraiment la manière dont tu fonctionnes toi, eh ben c'est comme ça que ça va donner le plus de résultats possible dans un laps de temps assez court. Et c'est comme ça qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'il fallait faire parce que sinon je me suis rendu compte que faire autrement, c'était pas possible parce que j'aurais dû dépenser des trésors d'énergie pour faire plier un système qui était enraciné dans des milliers d'années de culture chinoise que j'aurais pas pu changer, quoi. Donc toute la culture chinoise, ça marche pas. Une personne qui est là quelques mois, j'aurais pas pu faire différent. Donc voilà, j'ai planifié, j'ai mis mes séances comme il fallait, et puis j'ai commencé à driver les bonhommes un peu au bâton, quoi. Alors avec au bâton, façon de parler, hein, parce que je reste Julien Billot qui est assez soft et à l'écoute des gens quand même. Mais n'empêche, j'ai appris à élever la voix, à taper du poing sur la table et à leur dire c'est comme ça qu'on fait, et vous fermez vos gueules, quoi. Et puis l'air de rien, ils le font. Et tu te rends compte que quand tu les gères comme ça, ben, tu gagnes leur confiance. Et après, derrière, tu vas leur parler aussi. Tu vas leur parler, tu dis, voilà, j'ai tapé du poing sur la table parce que ça doit être fait comme ça, parce que c'est comme ça que c'est fait, c'est comme ça que ça marche, parce que l'air de rien, ils traînent un peu la savate, hein, en Chine. Ils sont assez flemmards. Donc, tu leur mets un petit coup de pression et après, derrière, une fois qu'ils ont réagi, tu vas leur expliquer pourquoi tu fais les choses comme ça. Donc, petit à petit, j'ai gagné un peu leur confiance, quoi. De les manager, de les diriger un peu au bâton, mais derrière, quand même, tu prends le temps de les écouter, de leur faire comprendre. Donc, tu les éduques aussi à l'entraînement. Tu les éduques et tu les prends pas que pour des couillons.
parce que ce serait trop facile. C'est un peu ce qu'ils font en Chine, hein, les chefs. Hein. Ils prennent les gens pour de la merde, ils les squeezent, enfin ils les pressent comme des citrons et après ils les laissent tomber, quoi. Bon, moi j'ai essayé de pas les laisser tomber parce que c'est des gens hyper gentils. Moi j'ai été hyper bien reçu par les Chinois. C'est des gens hyper gentils et ils veulent juste être bien dirigés, quoi. Donc je me suis régalé. J'ai eu carte blanche. Donc, ça m'a permis de faire des choses et d'être responsable pour les choses que je faisais. Parce qu'on me demandait des comptes. Hein, les grands chefs, ils me demandaient des comptes. Quand ça marchait pas, ils étaient là le lendemain, ils me disaient, mais pourquoi ça n'a pas marché? Donc, t'as intérêt à vite savoir pourquoi ça n'a pas marché, de retomber sur tes pattes et d'être confiant quand tu leur parles et d'avoir des solutions pour que ça marche mieux la prochaine fois. Combien de temps ça a duré cette aventure en Chine? Presque 2 ans. Presque 2 ans, je devais aller aux jeux chinois avec eux, les jeux nationaux qui sont extrêmement importants pour eux. Donc je les ai, je devais aller avec eux jusqu'en septembre 2013 et j'ai postulé pour l'Australie en novembre 2012 et j'ai eu le poste en Australie en décembre 2012, quoi. Ah ouais, donc hyper vite. Donc, ouais, bah disons que j'ai travaillé avec les Chinois presque 2 ans. Donc j'ai commencé avec eux, bosser avec eux, je sais pas, début 2010 peut-être ou fin 2010 au tout début 2011. Et puis après, voilà, pendant que je bossais avec eux, j'étais rentré de quelques mois en Chine et puis j'ai vu ce rôle, enfin ce job passer avec l'Australie. Je savais qu'il allait arriver parce qu'à l'époque, Yann Le Pennec était là-bas et je savais qu'il revenait en France. Donc, je savais que le poste allait s'ouvrir, mais j'étais en Chine, j'étais content. Mais bon, quand le poste est arrivé, j'ai vu le poste, j'en ai discuté avec ma femme vite fait, avec Sarah, et puis elle m'a dit ah bah ouais, génial, on va aller en Australie. Donc j'ai postulé, quoi. Et puis voilà, ça s'est fait. Et puis on est parti en Australie. Donc ouais, voilà. J'allais te dire, en Chine, tu avais carte blanche entre guillemets pour tout planifier tout ça. En Australie, le poste c'était la même chose. Tu avais carte blanche pour planifier le kayak, les entraînements, la muscu, tout ce qu'il y avait en dehors aussi. Alors oui, avec mon petit groupe, et c'est toujours le cas. C'est un système qui est vraiment dirigé par les entraîneurs avant tout. Mais par contre, là, je travaillais vraiment. Donc là, j'étais pas head coach, j'étais juste entraîneur d'un groupe d'entraînement, d'un groupe d'athlètes. Et donc là, on travaillait quand même beaucoup plus en groupe, hein, avec une équipe que je voyais tous les jours et il y avait un meilleur travail de groupe. Là où en Chine, j'étais vraiment le head coach et je leur disais quoi faire. C'était un peu à sens unique. Là, j'ai quand même vraiment appris à travailler en Australie. Donc, on me laissait les mains libres avec mon groupe d'entraînement. Ça, c'est clair et net. Et je l'ai pris en main avec beaucoup d'optimisme et de dynamisme, de détermination, d'énergie. Ça a très bien marché dès le début. Mais il y avait des contraintes que j'avais pas en Chine, des contraintes d'eau. En Penrith, on paie l'eau, on a l'eau 1 heure par jour ou 1h30. Et en Chine, on avait de l'eau quand on voulait. Donc il fallait gérer ces choses-là. Puis avec beaucoup de logistique derrière, un peu plus d'administratif. Donc j'ai appris à travailler en équipe un peu plus en Australie. Ça c'est sûr. Et puis à gérer le haut niveau, à gérer toute la logistique de partir en Europe, revenir. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire d'être parti longtemps, toutes ces choses-là. Il y a toute une gymnastique logistique qui est à faire pour arriver en Europe avec le maximum de billes de ton côté pour performer. Donc il y avait tout ça. Et puis j'arrivais avec des gens avec qui je voulais travailler aussi. Hein. C'est pas pour rien que j'ai pris le job aussi. Il y avait un côté exotique encore qui me plaisait beaucoup. Apprendre d'une nouvelle culture, mais aussi apprendre des gens qui étaient en poste à ce moment-là. Hein. Moi, je voulais apprendre de Mike Drews, qui était head coach à ce moment-là, extrêmement expérimenté, de Richard Fox,
qui était pour moi une légende, même quand j'avais 13 ans. Voilà, et j'ai voulu apprendre de Myriam Fox Jérusalemi. Donc c'était des gens avec qui je voulais travailler tous les jours. Et donc j'ai appris, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai beaucoup observé Myriam, Richard. J'ai appris beaucoup en discutant avec Mike Joss aussi. Et puis je suis arrivé avec mes armes et mon optimisme aussi. Donc j'ai évolué assez vite. Et j'ai eu la chance, contrairement à la Chine, parce que je travaillais tout seul et j'étais un peu en vase clos en Chine. L'énorme différence là-bas, c'est que très vite, j'ai eu la chance d'avoir un développement professionnel avec l'Institut du sport australien, où j'ai eu l'occasion de construire un réseau d'entraîneurs au niveau national et d'interagir avec des consultants externes en communication, en gestion de groupe, des émotions, se connaître soi-même pour pouvoir mieux communiquer avec les autres, savoir donner un retour neutre et constructif. Et donc tout de suite, ce que j'avais eu en Chine, j'ai pu travailler en Chine tout seul, j'ai pu le démultiplier avec la force du réseau et des interactions en Australie. Donc ça a été super. J'ai vraiment pu évoluer vite et communiquer mieux, en fait, apprendre à communiquer mieux. Alors qu'en Chine, c'était très dur, quoi. Et au niveau de la psychologie de l'entraînement, parce que tu disais qu'en Chine, ça marchait beaucoup au bâton. Comment ça fonctionne en Australie? Ouais, c'est une excellente question. Le bâton, ça marche pas. En Australie, le bâton, ça marche pas, et pourtant, ça marche pas. Sur le court terme, ça marche pas. Sur le long, il faut d'abord les éduquer à la discipline. Alors, ceux qui sont à très haut niveau en Australie, ils ont la discipline et ça marche bien. Mais de manière générale, donc les champions australiens qu'on connaît en kayak, ils sont disciplinés, mais ils ont appris très tôt la discipline et le haut niveau. En Australie, le haut niveau, ils le connaissent pas vraiment jusqu'à ce qu'ils arrivent en équipe nationale, jusqu'à ce qu'ils arrivent, qu'ils rentrent dans une équipe nationale, on va dire à 23 ans, 24, voire 25 ans. Donc il y a toute une relation au haut niveau à apprendre. C'est juste des pagayeurs, des pagayeurs qui sont des bons pagayeurs, mais quand ils arrivent dans l'équipe nationale, il faut leur apprendre la discipline et donc ce que j'appelle un peu le bâton finalement, mais la discipline, ils doivent l'avoir eux-mêmes déjà normalement. Tu vois, il faut que ça vienne d'eux-mêmes, toute cette discipline, ce professionnalisme à l'entraînement. Et il y en a une grande majorité qui ne l'ont pas. Donc, quand tu essaies de le mettre en place avec des choses assez simples, la routine de l'entraînement, être là à l'entraînement, être préparé à l'entraînement, venir à l'entraînement, tout simplement, tous les jours. Ça a dû, en tout cas au début en 2013, moi quand je suis arrivé, il fallait vraiment faire en sorte se bouger les fesses pour que ça arrive et leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils se pointent à l'entraînement et préparer psychologiquement à l'entraînement, qu'ils s'échauffent bien. Donc quand tu commences un peu à leur dire voilà, on va mettre un peu une structure en place, t'en as qui réagissent parce que c'est leur profil et c'est comme ça qui marche bien. Mais t'en as, ils comprennent pas quoi. Donc le bâton, il marche pas. Donc il faut les écouter un petit peu. Mais je t'avoue que je suis toujours à la recherche du bon équilibre en Australie, parce que c'est des gens qui, de manière générale en Australie, ils sont éduqués en tout. Il faut voir la culture, le contexte. Depuis des années, l'Australie, c'est un pays où on vit bien. L'économie est positive. Il n'y a pas eu trop de pression sur l'économie, sur les familles, les cellules familiales, tout va bien. Les gens achètent des maisons. Tu gagnes ta vie. En tout cas, les 10 dernières années, ça change un petit peu maintenant, mais le contexte est plutôt favorable à une vie cool, sans trop de contraintes. Donc, les enfants sont éduqués plutôt sans challenge, tu vois. Tout va bien, tout leur est donné. Il n'y a pas ce côté discipline ou détermination où il faut que le gamin il a gagné
sa place. Les parents ont tendance à leur donner les choses sans les rendre responsables. Et ça se retrouve sur le niveau ensuite. T'as des athlètes qui arrivent et qui sont tout leur est dû un petit peu. Ils ont pas le couteau entre les dents nécessairement. Donc il y a toute cette éducation à remettre en place. Toi en tant que coach, et tu te retrouves à faire des choses qui en Europe seraient déjà acquises quand tu es en junior, on va dire. En tout cas quand tu arrives en senior, des choses qui sont acquises. Là il faut tout reprendre, une éducation de l'entraînement, une connaissance de l'entraînement. Donc voilà, ça c'est le côté un peu pas facile à gérer. Mais d'un autre côté, il y a des athlètes qui sont très bons. Hein. Attention, on est une équipe qui marche très bien. Et je dirais la différence avec le gros point fort de l'équipe australienne, c'est sa flexibilité et sa capacité à systématiser en fait la performance. Ce qui pourrait manquer peut-être en Europe, et en tout cas si je compare avec la France, il y a tout un système qui est mis autour de l'athlète et de l'équipe qui permet à un athlète qui n'est pas forcément extrêmement talentueux au départ de quand même réussir. Tout un système de performance avec une approche avec un coach de force, en musculation, un nutritionniste, des entraîneurs, un logisticien, on va dire, tout ça qui travaille ensemble et qui vraiment pousse l'athlète tous les jours. Et après, toute une logistique qui est quand même plutôt bien rodée quand on va en Europe. Donc, il y a tout un système qui est mis en place qui marche plutôt bien, qui permet de vraiment supporter la performance des athlètes, tout en leur laissant la flexibilité quand ils ont la maturité pour pouvoir fonctionner d'eux-mêmes. Mais s'ils ne le font pas d'eux-mêmes, alors on arrive derrière et on pousse parce qu'on n'a pas un énorme pool d'athlètes. Donc, la compétition, la densité en Australie ne permet pas de sortir des athlètes. Donc, il faut qu'il y ait un système derrière qui puisse pousser l'athlète et qui puisse l'éduquer à la haute performance, au haut niveau, assez vite. Là où en France, la densité amène la performance, quoi. Mais je pense que c'est ce qui manque en France, un système qui va permettre de démultiplier la force de la densité. Et quand les athlètes sont au très haut niveau, d'avoir une structure extrêmement claire pour les athlètes qui sont à très haut niveau pour pouvoir les pousser encore plus. En tout cas, les aider et les pousser. Parce qu'à très haut niveau, si tu as une structure claire, des routines qui sont très claires, des mécanismes de performance qui sont connus par tous et partagés par tous, ça démultiplie la performance à très haut niveau. Et ça, c'est ce qu'on a en Australie. Après, on manque un peu de densité. Et en France, c'est un petit peu l'inverse, je trouve. Ça fait quelques années, en tout cas, que en France, ils se cherchent là-dessus. Il y a des très bons, évidemment, des éléments, des athlètes extrêmement brillants. J'allais dire talentueux. C'est pas du talent, c'est du travail et de la détermination individuelle à arriver au plus haut niveau. Mais ces gens-là, j'ai l'impression que quand ils arrivent à très haut niveau, il y a un manque de clarté dans les structures et les mécanismes pour pouvoir continuer à les supporter et à les pousser. Quand tu es en haut, tu te retrouves un peu seul et c'est à toi de créer cette structure. Où ce serait plutôt à la fédération vraiment de réussir à cristalliser toute cette structure autour d'eux. Voilà, c'est mon ressenti de loin. Après, je suis pas dans le système, mais j'ai l'impression que la France aurait à gagner. Et ils essaient, je pense. Ils essaient de le mettre en place, mais c'est pas facile. C'est pas facile, je crois. Ça fait 9 ans que tu es en Australie. Et malgré tout, tu sembles, malgré tout, tu vois si c'est le mot, mais toujours motivé à poursuivre. Qu'est-ce qui fait que tu te lasses pas?
Ouais, alors c'est une bonne question. Alors les 9 dernières années, oui, ça fait longtemps et me connaissant, ça fait trop longtemps, je dirais. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de me dire que ça fait 8 ans, 9 ans. J'ai été motivé. Alors, ce qui me motive tout le temps, c'est de trouver des choses nouvelles. Je suis un peu une boîte à idées avec une énorme énergie pour véhiculer ces idées aux athlètes et aux gens autour de moi. Donc ça, je l'ai toujours eu depuis 8 ans. Et j'ai mes idées je suis toujours très curieux de plein de choses. J'aime apprendre de plein de domaines différents. Et puis en fait, plus j'apprends et plus j'arrive à aller chercher loin et à connecter les idées avec et à les ramener à la performance de haut niveau. Donc ça, je suis constamment, j'ai toujours été en recherche de choses nouvelles et quand j'arrive à connecter toutes les informations ensemble, boum, ça a du sens et donc là du coup j'ai une énergie hallucinante pour pouvoir le partager avec tout le monde autour de moi avec un optimisme incroyable. Donc je vais chercher les informations et les données, les informations en lisant beaucoup, en écoutant des livres audio, en discutant avec des gens, en regardant sur Internet, en observant des gens, en allant voir des consultants externes, des choses comme ça. Puis après, je me fais mon idée avec mon expérience à moi et je le recrache avec du positif. Et donc, j'ai eu ça jusqu'à maintenant. Maintenant, pour être très honnête, ça fait quelques mois après les Jeux, là, depuis les Jeux, où je suis un peu à plat. J'ai moins d'énergie. Je continue à faire mon job en tant qu'entraîneur. Je le fais bien, mais je l'ai déjà dit dans un podcast précédent avec Cédric Joly, où je suis une période de transition où il me faut trouver quelque chose qui va me remettre dedans. Alors c'est intéressant parce que là je parle vraiment, je suis vraiment très honnête et très ouvert. Hein. Il y a un peu deux choses. Parce que c'est trop facile de dire j'attends la chose qui va me donner la motivation. C'est pas la motivation maintenant, il me semble que je dois trouver, c'est la détermination à trouver la discipline pour être curieux. Parce que la motivation, elle vient pas toute seule. La motivation, c'est pas de la magie, c'est la discipline de structurer ma recherche d'informations par la discipline tous les jours. C'est-à-dire, Julien, tu sais que pour retrouver cette motivation, il faut te bouger le cul et aller faire du sport. Il faut te bouger parce que quand tu bouges, tu sais que quand tu bouges, tu retrouves de l'énergie. Tu as les idées qui s'éclaircissent. Tu sais que quand tu vas écouter des livres audio sur tel et tel sujet, tu vas trouver des petites informations, des informations infimes qui vont te donner du sens. Là, je me parle à moi-même, hein, je me fais une introspection, qui vont te donner du sens et qui vont te permettre de retrouver un lien avec ce que tu fais tous les jours en tant qu'entraîneur. Donc, toutes ces petites choses-là. Donc, il faut que je me botte un peu les fesses pour retrouver cette discipline. Et cette discipline va me permettre de retrouver la motivation. Et c'est pas la motivation tout seul qui va revenir. Ce serait trop simple. Donc, c'est un peu court-circuité. En gros, faire preuve utiliser un peu la philosophie stoïque où tu te dis, ton esprit est plus fort que ton corps, quoi. Donc, tu coupes court et tu mets les choses en place, tu structures ta journée. Et c'est en structurant, c'est la discipline qui va t'apporter la liberté ensuite de faire les choses. Et c'est pas l'inverse, quoi. La discipline qui va t'apporter la créativité et l'énergie. Et c'est pas l'inverse, c'est pas l'énergie qui va arriver comme ça parce que tu contemples la vie autour de toi, quoi. Donc je suis en recherche, mais ça viendra. Et puis je pense que toutes ces années de coaching m'ont aussi appris une chose, c'est que
il faut savoir laisser les choses se faire. Et du moment que tu en es conscient et que tu es conscient de ton état du moment, cette conscience et cette présence d'esprit te permet quand tu es prêt à trouver la bonne information, ou en tout cas, tu es réceptif. Je vais devenir réceptif à une information qui va se présenter à moi. Donc, il faut savoir des fois moins en faire pour pouvoir avoir plus de clarté d'esprit et pour pouvoir rebondir ensuite. Pourquoi tu relances pas ton podcast, par exemple, pour aller poser tes questions, justement, là, tu es obligé d'être curieux. C'est vrai. Et tu sais quoi, le podcast et c'est pour ça que j'avais lancé ce podcast. C'est parce que je savais que, alors, avant tout, ça partait d'une envie de partager les informations, la richesse d'informations que tous les individus dans notre monde du kayak, slalom, mais du kayak en général, a en soi. Tu vois, tous les gens, tous les champions, c'est des trésors d'expérience. Et je me suis dit, c'est tellement bête de pas partager ça avec le plus grand public. Donc ça partait de ça, l'envie de partager. Et puis moi, d'un côté un peu plus égoïste, je savais que ça allait être un moteur un moteur pour me donner de l'énergie, de m'exposer, de devoir poser des questions, donc d'être un peu dans l'inconfort, mais en même temps, le fait de m'exposer et poser des questions, ça allait nourrir mon besoin d'information et de connexion avec les gens. Donc, et tu as raison, c'est vrai que c'était un moment vraiment super, ces moments-là. Je me bottais les fesses pour aller trouver des gens. Après, la réalité de la vie me rattrape un peu. J'ai du boulot, les jeux, il me semble que c'était c'était après les jeux de 2016. Et du boulot, la vie de tous les jours, la vie familiale, les trucs. Ça n'a pas collé, mais encore une fois, je me justifie pas. Je veux dire, j'aurais pu le faire. C'est juste que j'ai pas été assez bon pour rester organisé. Mais c'est ce genre de choses où il faudrait que je me botte les fesses en parlant de discipline, tu vois, tu make it happen, tu vois, en anglais. Il faut avoir la persévérance et la détermination pour faire les choses tous les jours. Et en ce moment-là, je suis en recherche. Ça faisait partie des choses, le podcast qui m'avait permis d'avancer, en tout cas. Ouais, mais c'est pour ça que je te disais ça, parce que c'est vrai que quand tu fais un podcast, par exemple, tu poses des questions, ça t'ouvre, tu vois, il y a plein de choses que tu as dites qui résonnent en moi, et d'autres choses vont résonner chez d'autres qui nous écoutent, et donc ça ouvre des portes, et tu vois, ça te remet vrai. Le truc, tu vois, après, là, après, je vais m'entraîner, donc tu vois, j'ai pensé à ce que tu as dit, il y a toujours des trucs, donc en fait, tu parlais de discipline, mais tu crées un peu ton cercle vertueux, on va dire. C'est ça. Oui, oui, et bien sûr, il faut savoir, de manière générale, il faut savoir, se connaître. Alors moi, je suis vraiment un partisan. J'ai beau essayer en tant que coach, entraîneur, c'est marrant comme tu essaies de réinventer la roue, tu essaies de connaître des choses et tout, mais en fait, je me dis, mais Julien, en fait, tu veux toujours faire des choses. Tu as l'impression que l'idéal, il est autre part. Tu dis, tiens, cette personne, j'aimerais bien faire comme cette personne. En fait, tu te rends compte que tu as déjà une manière de faire qui est extrêmement bien rodée. Et moi, en tant qu'entraîneur, j'ai eu beau vouloir être un grand, je sais pas moi, visionnaire, planificateur, bien planifier les choses et tout ça. En fait, je me rends compte que pour moi, ce qui compte le plus, c'est ce que je véhicule maintenant en tant qu'entraîneur. Et puis personne de tous les jours, ce que je véhicule le mieux, c'est l'énergie du moment. Et l'optimisme, l'énergie du moment, la dynamique et la curiosité. J'engage les gens vraiment qui sont autour de moi et moi-même à être curieux. Pour moi, c'est le maître mot de tout. La curiosité est la première étape pour pouvoir ensuite se découvrir les choses. Et il faut être curieux. C'est dur d'être curieux quand on n'est pas comme ça. On dit mais je suis curieux comment? Il faut commencer avec les choses qu'on aime.
les choses. J'ai toujours été curieux de tout. C'est ce qui fait avancer dans la vie. J'ai été curieux des trucs bêtes. J'adore les plantes. Quand j'étais jeune, j'adorais les bonsaïs, j'adore les orchidées. Et ben tout ça m'a permis de me poser, de creuser un peu plus des choses, pas forcément du kayak, tu vois, loin du kayak, mais la beauté des plantes, la structure d'un bonsaï, comment ça se structure, de quoi tu pars, la persévérance qu'il faut pour mettre en forme un bonsaï, la persévérance qu'il faut pour trouver les bons éléments pour faire grandir une orchidée quand elle n'est pas dans son élément naturel, quand il fait froid et qu'elle aime pousser dans le chaud. Tu as des trucs un peu bêta comme ça, mais tu commences par les choses que tu aimes. Et petit à petit, tu fais du lien avec tout ça parce que la structure du bonsaï, l'air de rien, maintenant, je me dis, ça m'a appris des choses sur l'entraînement. Comment tu prends 15 ans, 10 ans, 15 ans à structurer un bonsaï, à lui donner tout ce qu'il faut pour ensuite qu'il soit magnifique, tu vois, sous la contrainte, parce qu'un bonsaï, c'est créé sous la contrainte, un arbre miniature. Mais il n'empêche que tu peux lui apporter une beauté structurale incroyable. Et c'est pareil pour un athlète. Tu vois, tu structures sous la contrainte petit à petit, et au bout de plusieurs années, si tu as donné les bonnes contraintes au bon moment, l'athlète il fleurit, il s'épanouit, il devient bon. Donc après, il faut lui faire passer cette envie il faut lui partager cette envie d'être curieux. Alors un bonsaï, tu peux pas lui donner l'envie d'être curieux. Donc l'entraînement, les personnes avec qui on travaille, il y a un autre niveau de complexité. C'est complexe dans le sens où il y a des mécanismes clairs pour performer, pour évoluer, mais c'est complexe dans le sens où tu travailles avec un être humain. Donc il y a des toutes petites variations qui se passent dans les émotions qu'on peut pas changer. C'est la différence entre la complexité et quelque chose de complexe et quelque chose de compliqué. Ce qui est compliqué, c'est quelque chose un moteur de voiture, c'est compliqué, c'est très mécanique. Quand tu as compris comment ça marche, tu peux le faire à grande échelle. C'est toujours la même chose. Ça peut être des fois très compliqué, mais c'est toujours la même chose. Donc, quand tu as géré ça, il n'y a pas de problème. La performance de haut niveau, c'est complexe parce que c'est compliqué. Il y a plein de paramètres compliqués, mais en plus de ça, tu as l'entraînement, tout ça, c'est des choses. La physiologie, on va dire que la physiologie de l'entraînement, prendre de la force, la technique en elle-même, c'est des choses compliquées, mais tu peux les gérer comme il faut pour arriver à un top 20, tu vois, un top 10. C'est des choses qu'on sait gérer. Mettre quelqu'un dans une finale, c'est assez simple. C'est compliqué, mais ça se fait. La complexité, tu la retrouves dans le très haut niveau, où là, tu joues sur des émotions, du stress. Et donc là, tu as plutôt intérêt à être flexible et adaptable, toi en tant qu'entraîneur, mais aussi l'athlète. Et donc la complexité, tu la gères dans la relation et la communication entre l'athlète, l'entraîneur et tout le contexte qui est autour de toi. Donc là, tu touches à la peak performance, à la performance, oui, de très haut niveau. C'est plus du compliqué, c'est du complexe. Et là, il faut savoir être vulnérable, et il faut savoir travailler sur ses peurs. Ce que moi, si on en revient à ma carrière d'athlète, là où j'ai eu mes barrières, je crois que j'ai pas pu dépasser ces choses-là. J'ai pas eu les outils, on me les a pas donnés, ou je suis pas allé les chercher, ou j'ai pas été assez courageux pour dépasser ces choses-là, pour me mettre à nu. Mais dans la complexité, il y a il faut être courageux, vulnérable. C'est là où tu vois les grands champions, quoi. Les grands champions qui sont capables de dépasser et de prendre les peurs comme des moteurs. Et ça, plus tu commences tôt et mieux c'est. Hein. Parce qu'une fois que tu as fait quelques années avec tes peurs et que tu as appris à fonctionner avec ta carapace,
la carapace, elle est dure à casser. Mais il y a toujours un moyen. Et ce qui me motive, il y a eu beaucoup dans le côté recherche d'informations et ce qui me motive, tu vois, il y a des choses qui me parlent ensuite, tu vois, les choses compliquées, un système compliqué et un système complexe, c'est très différent. Il faut savoir l'approcher. Il faut savoir l'approcher de manière très différente. Et ça, je l'ai appris en écoutant des podcasts, en l'occurrence sur un livre audio d'un général américain, McChrystal, qui a géré des crises en Afghanistan, tu vois, bon, pour les États-Unis. Donc, tu vois, les trucs, c'est intéressant. Et donc après, comment tu fais ça pour le mettre à la soupe haut niveau et puis en kayak. Et les freins que je trouve moi aujourd'hui en Australie, en tout cas avec quelques éléments, pas tous, hein, mais de manière générale en Australie, quelques éléments, quelques athlètes, c'est que aujourd'hui, normalement, tout ce qui est compliqué, tous les paramètres de l'entraînement de base qui font un bon opérateur de l'entraînement, elles sont pas mises en place. Elles sont pas mises en place quand ils arrivent en équipe nationale. Donc tu dois gérer le compliqué et en par-dessus ça, tu as le complexe puisque ils arrivent sur les coupes du monde, les championnats du monde ou des Jeux olympiques où il y a pas encore eu ce travail de fond de prise en compte de tous les paramètres de l'entraînement où ensuite tu as une routine et machin et ensuite tu peux passer au niveau au-dessus du complexe de l'humain, de la gestion de l'humain, de l'émotionnel. Et quand je suis arrivé en Australie, j'étais tout de suite là-dessus. Donc du coup, j'étais presque un niveau trop loin. Donc il a fallu que je revienne. J'allais sans être péjoratif, mais c'était le boulot. Je revienne à une structure opérationnelle de l'entraînement de tous les jours, faire en sorte que ça marche, qu'il y ait une bonne structure pour pouvoir ensuite passer sur du plus sensible, émotionnel et tout ça. Et ça prend du temps. Et en Australie, c'est pas simple parce qu'il y a ils ont plutôt tendance, c'est un système anglo-saxon qui a plutôt tendance à se reposer sur des systèmes, sur des règles mises en place et tu travailles dans ce cadre-là. Et donc l'introspection individuelle un peu philosophique sur les émotions et sur comment tu te dépasses et comment tu gères l'émotionnel et l'individu lui-même, c'est pas trop dans les mœurs. Donc j'ai essayé moi d'apporter des consultants externes et c'est pas facile. C'est pas facile parce que les athlètes n'y répondent pas forcément très bien et il faut se battre pour les faire rentrer aussi dans le système de performance de base qui est déjà bien structuré. Donc, mais bon, chacun ses challenges. J'imagine qu'en France, il y a d'autres challenges aussi. Mais intéressant, ouais. Et justement, tu parles de consultants externes. Quand tu parles de consultants externes, là, je comprends que tu parles un peu de psychologie, mais est-ce qu'il y a d'autres consultants externes? D'ailleurs, tu parlais, donc il y a les nutritionnistes, les entraîneurs, les strength coach. Donc nous on appelle ça préparateur mentaux en France, mais peut-être psychologue du sport pour vous. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres consultants externes que tu fais intervenir ou auprès desquels tu te renseignes? Alors les consultants externes que tu as cités là, c'est des gens qui sont, c'est des consultants externes qui sont, on va dire, admis entre guillemets par le système australien, on va dire, le nutritionniste, préparateur mentaux classique, psy du sport, des choses comme ça. C'est des choses qui sont dans les mœurs. C'est des choses qui font très bien. J'ai essayé à l'époque, j'ai essayé de travailler avec un peu plus finement sur l'équilibre avec des ostéopathes, kinés, enfin un peu à la croisée des chemins entre l'ostéopathie et puis la gestion des émotions et trouver son équilibre, trouver un équilibre corporel par une meilleure gestion du mental et des émotions. C'est des gens qui n'ont pas vraiment de titre, tu vois, mais c'est très dur de les faire rentrer. Les athlètes, ils vont pas forcément
comprendre cette démarche. D'autres personnes avec qui j'ai essayé de travailler, des personnes sur que tu dois peut-être, ça va peut-être te donner une idée, des gens qui travaillent sur l'oculomotricité, sur les réflexes primaires, qui sont des experts là-dedans avec les gamins et les adolescents en Australie, des gens qui sont vraiment experts reconnus mondialement. Donc j'ai eu des réunions avec eux. Je voyais le potentiel. J'ai essayé de faire rentrer ça avec quelques athlètes. C'est pas forcément simple. Encore une fois, il y a des barrières. Donc je vois le potentiel. J'essaie. Je propose. Je suis force de proposition. Après, à très haut niveau comme ça, c'est à l'athlète de prendre, de saisir l'opportunité. Encore une fois, parce que l'athlète devient à très haut niveau responsable vraiment quand même de sa performance. Donc, s'il veut pas, s'il n'est pas prêt, si ça n'a pas de sens, moi, je laisse tomber. Je suis frustré, mais je laisse tomber parce que je me suis brûlé les ailes plusieurs fois à vouloir trop proposer, à vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Et si l'athlète n'est pas réceptif, ça ne marche pas. Mais je continuerai à être force de proposition. C'est aussi la qualité de l'entraîneur, enfin le devoir de l'entraîneur de rester force de proposition pour ouvrir l'esprit aux athlètes avec qui tu travailles, de pouvoir apporter des solutions, en discuter avec l'athlète pour que l'athlète ensuite le prenne en main et l'utilise. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Avec le podcast, j'essaye d'ouvrir à pas mal de choses comme ça. Justement, j'avais fait intervenir. J'ai un collègue dans ma profession principale qui est justement spécialisé sur tout ce qui est réflexe archaïque, tout ce qui est entraînement du système vestibulaire. Donc les yeux, ça me parle aussi. Ouais. Et donc, je vois bien je vois ce que tu veux dire. Ouais, bien sûr. Voilà, donc voilà, c'est vraiment intéressant. Donc là, tu dépasses les choses le savoir. Les basiques. Tu dépasses les basiques, le savoir commun, et tu rentres un peu plus dans l'exploration, l'innovation. C'est pas forcément de l'innovation, c'est des choses qui sont déjà connues par les experts que tu vas chercher. Mais l'innovation, en tout cas la créativité, elle va se faire dans mettre en lien ce que tu explores, le champ que tu explores avec ta performance à toi. Donc tu vas créer ta propre performance. Et ça demande, que tu le veuilles ou non, ça demande un investissement à 100% de l'athlète. Donc le coach peut être force de proposition, et c'est ce que fait de manière générale, c'est ce que fait l'Australie de manière systématique, à un niveau systémique. On amène des choses aux athlètes, mais à un moment donné, l'athlète doit aussi prendre en charge et explorer par lui-même, individualiser sa performance. Ce que font très bien, je pense, les athlètes, les champions et pas mal d'athlètes en France. Et je reviens à ça, je pense qu'il manque cet aspect systémique de la fédération pour pouvoir encore mieux supporter et aider l'individualisation faite par les athlètes, par eux-mêmes. Mais ouais, il y a plein de choses différentes à aller voir, à aller chercher. Moi, curiosité, c'est mon dada. Ouais, ça commence par là, quoi. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est vraiment important. Si t'es pas curieux, tu avances pas. Tu peux aller à un certain niveau en prenant ce que font les choses, en prenant les choses que font les autres, en regardant. Mais à un moment donné, il faut avoir le courage d'être curieux de choses qui n'ont pas été encore faites et de créer du sens pour soi-même, d'explorer. Et c'est ce que font les très bons. C'est ce que font les très, très bons. Et ceux qui arrivent à se renouveler. Ouais. Et super. Et j'arrive au bout de mes questions, Julien. Est-ce que il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais peut-être aborder en particulier? Non, on a balayé un peu tout. Je suis sûr qu'il y a des choses
à la réflexion après où je vais me dire, oh mince, j'aurais vraiment voulu parler de toujours. ça. Il y avait d'autres choses, ouais, sur la respiration, tu vois, par exemple, c'est quelque chose, encore une fois. C'est, par exemple, un intervenant extérieur, tu vois, ça me revient. J'ai fait, avec tout le groupe, j'ai fait beaucoup de travail de respiration, essayer de chercher avec tous les athlètes. Donc là, il y en a, pour le coup, la respiration, il y en a beaucoup qui ont répondu présent, qui ont pris en main les choses. Donc, j'ai travaillé avec un champion d'apnée australien. On a fait des ateliers de travail avec l'équipe. C'était vraiment intéressant pour prendre en main sa respiration et savoir mieux gérer son état mental, qui ensuite se répercute sur l'état physique. Et puis donc un champion d'apnée et puis un expert en troubles respiratoires. La méthode Buteyko. Je vois. Donc voilà, des choses comme ça, donc des choses très intéressantes. Moi, j'étais extrêmement content que les athlètes soient réceptifs. Donc encore une fois, les très bons l'ont pris en charge, l'ont fait, et je continue moi à l'utiliser avec des exercices d'hypercapnie à l'entraînement, tout ça. Et c'est des choses qui me parlent. Donc il faut faire avec les choses il faut savoir faire avec les choses qui nous parlent avant tout pour pouvoir avancer, je crois. Sinon, si on essaie de faire avec les choses qui nous parlent pas, qui nous paraissent bien mais qui nous parlent pas, ça n'a pas de sens et on dilue son énergie, je crois. Bah super. S'il y a des gens qui souhaitent te contacter après avoir entendu cet épisode, comment peuvent-ils faire? Quelle est la meilleure plateforme pour te contacter? Le plus simple, c'est Messenger, WhatsApp si on a mon numéro, mais Messenger, ça marche bien par email, julienbillot@gmail.com. Mais Messenger, on me trouve sur Facebook et puis je réponds généralement. Instagram aussi, je suis pas loin. Pour un premier contact. Voilà. Ça va vite sur un premier contact. Ça marche. Et bah super. Et bah merci encore de ton temps. Je t'ai pris plus de temps que prévu, mais tu étais inspiré, donc tant mieux. Donc, tant mieux pour moi. tant mieux pour moi. Puis bah, j'espère que les auditeurs ont passé un bon moment. Merci. J'espère aussi que j'ai pas été trop long. Je m'excuse pour mes longueurs un petit peu. Je cherche mes mots en français. C'est pas pour paraître pédant, mais c'est compliqué. J'ai tellement l'habitude de travailler avec des mots anglais que en français ça vient pas forcément. Les mots que j'utilise tous les jours pour la performance, et des fois je les cherche et ça tombe un peu à plat. Donc je m'excuse auprès des auditeurs. Des fois c'est peut-être un petit peu long à la détente dans ma manière de communiquer en français. Ça va, ça a été pour moi. En tout cas, merci encore de ton temps et peut-être à bientôt. Eh ben ça marche. Merci à toi, Rudy. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.